Bien, bonjour. Mon rôle ici est de présenter les intervenants et puis ensuite de proposer un cadrage pour la discussion qui va suivre. Et très rapidement, on va vous donner la parole pour que vous puissiez aussi nous donner vos questions et faire vos remarques sur le thème. Le thème d'aujourd'hui, donc, c'est l'histoire 2.0. Le sous-titre qui n'apparaît pas ici, c'est transmission du savoir dans les nouveaux médias et en l'occurrence dans les sciences de l'histoire. Donc on est dans une problématique de transmission du savoir. Et pour discuter de ça, on a deux invités aujourd'hui. Benjamin Briot, qui est connu surtout pour sa chaîne sur YouTube, une chaîne vidéo Nota Bene, et qui se présente comme ci dans une vidéo récente de cette année encore. J'ai 29 ans, j'aime les longues balades en forêt, la raclette et le lancer de hache. Mais plus que tout, j'aime l'histoire et les jeux vidéo. Il produit des vidéos qui abordent des événements et des questions historiques qui reçoivent parfois plus de 1 million de vues, typiquement entre 100 et 700 000 vues. Arte Creative lui a aussi offert une série documentaire qu'il a réalisée sur les rapports entre l'histoire et les jeux vidéo. Il est également l'auteur d'un livre qui s'intitule « Les pires batailles de l'histoire » chez Robert Laffont, paru en 2016. Et nous avons aussi avec nous Adrien Budry-Carbeau, qui est journaliste au Temps depuis 2015. Il écrit principalement dans la rubrique économique, mais aussi avec un angle sur les nouvelles technologies et avec une sensibilité historienne dans les différents sujets qu'il traite. Il réalise aussi des vidéos, dont une très belle vidéo que je vais vous montrer dans un instant, sur un historien vaudois, passionné du Moyen-Âge, qui étudie le combat en armure et qui décide de porter une armure complète 2 heures par jour, y compris pour répondre à son courrier électronique. Et c'est un bel exemple aussi, cette vidéo, d'expérimentation d'un média traditionnel comme le Temps, avec, disons, les nouvelles technologies. Je vais m'arrêter là, je vais vous présenter des vidéos. Je vous dis un mot sur moi, je m'appelle Bruno Strasser, je suis professeur ici à l'Université de Genève, je suis aussi professeur à l'Université de Yale, je travaille sur l'histoire contemporaine, j'ai terminé un livre sur l'histoire du Big Data, j'ai aussi également donné un cours l'année dernière sur l'histoire des humanités digitales et je m'intéresse à la participation publique dans la production des savoirs. Je vous propose de regarder tout de suite 2 vidéos. Mes chers camarades, bien le bonjour. C'est quand même pratique de vivre au XXIe siècle, non? Quand on veut envahir un territoire, on sait d'avance ce qu'on peut y gagner ou pas. On sait qu'on va choper du pétrole ou une autre matière première fort utile pour faire rouler sa bagnole ou fabriquer des t-shirts. Comment ça, vous voulez pas faire la guerre? Moi non plus, je dis ça comme ça. Je pensais juste à Guillaume le Conquérant. Vous savez, ce gars qui a repris l'Angleterre en 1066 suite à la bataille d'Hastings. Et ouais, pourquoi je pensais à lui? Figurez-vous que quand il a pris l'Angleterre, il était content mais bien emmerdé. Parce qu'il savait pas du tout ce qu'il venait de gagner, il n'y avait aucun inventaire national pour savoir quelle richesse il récupérait en emportant le trône d'Angleterre. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Guillaume? Eh bien il a trouvé la solution, le Doomsday Book, ou en français, le livre du jugement dernier. Avant de revenir sur ce fameux Doomsday Voilà, Book, on va pas la regarder en entier, ça vous donne un peu une idée du type de vidéo qui traite de tous les sujets, de l'histoire antique à l'histoire contemporaine, avec beaucoup de batailles, pas simplement de sang également, mais aussi de la vraie histoire problème autour de la sorcellerie par exemple, du mensonge et de très belles problématiques. Je vous montre une autre vidéo ici qui a été réalisée ici pour le Temps, je crois pas qu'il y a d'article, est-ce qu'il y a un article qui va avec ou... Il y a eu un petit article, il y a eu un petit article qui a accompagné cette vidéo, mais l'idée était vraiment au début que ça soit autoporté, donc que la vidéo vienne toute seule. D'accord. Donc une tentative ici d'expérimentation d'un média, le journal, avec la vidéo. Je m'appelle Daniel Jacquet, je suis historien, je me suis spécialisé dans l'étude du combat au Moyen-Âge. Mais je travaille également maintenant dans un musée, où je suis en charge de la recherche scientifique et également de la médiation culturelle. Quand j'étais petit, je voulais devenir chevalier, mais c'est pas que ça. Dans le cadre de ces recherches sur les livres de combat, je me suis donc tout de suite intéressé à l'objet armure. Une partie des savoirs sont inscrits dans ces livres, d'autres ne le sont pas. Les gens qui font des recherches sur les objets, souvent ils les examinent à travers des vitrines ou dans un laboratoire. Moi, j'avais pas du tout besoin de ça, j'avais besoin de savoir comment est-ce qu'on bouge dedans, quels sont les impacts sur la mobilité, etc. Un biologiste, par exemple, qui a besoin d'un microscope super développé, va faire une demande de fond dans son laboratoire. J'ai fait pareil, donc j'ai cherché à obtenir cet outil de travail, une réplique réalisée dans une démarche d'archéologie expérimentale. C'est à peu près le prix d'une voiture, c'est une vingtaine de milliers de francs,
Donc on a fait tous les tests possibles et imaginables, notamment des tests classiques en sciences du sport et du mouvement, comme par exemple l'analyse de la marche. On a pu voir que pour des mouvements... Je vous laisserai regarder la suite chez vous, ça vaut la peine. Donc voilà, 2 exemples et 2 personnes avec nous pour discuter de ça aujourd'hui. Pour poursuivre, j'aimerais peut-être proposer de recadrer dans l'introduction un peu le débat, peut-être autrement. Le débat qui nous est proposé est un débat autour de la transmission du savoir, et j'aimerais questionner un peu, non pas le choix des intervenants, mais le choix de la problématique ici. Le choix des intervenants nous laisserait penser que d'un côté, nous avons un journaliste diplômé de l'Université de Genève, également d'une université à Londres, un master également, qui travaille pour Le Temps, le média de référence de la Suisse romande et francophone, héritier de la Grande Dame, le Journal de Genève, un journal qui imprime des informations sur le papier. Et à ma gauche, à votre droite, nous avons un YouTuber qui n'a pas terminé ses études d'histoire, pire encore, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, qui produit lui-même des vidéos dans lesquelles, occasionnellement, il lâche des gros mots. Et donc nous avons ici une querelle typique entre les anciens et les modernes, la tradition et l'innovation, le passé contre l'avenir. Alors évidemment, ce n'est pas ça que je pense les organisateurs avaient en tête, et ce n'est pas non plus ça que je vous propose aujourd'hui. J'aimerais qu'on discute d'un peu autre chose. En vérité, on a le même âge et je lâche aussi des gros mots de temps en temps. Ça, je voulais pas, juste. Donc je vous propose un cadrage un peu différent, et puis peut-être de questionner la question de la transmission. De dire, est-ce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit? Est-ce que c'est ça qui est le plus intéressant dans cette problématique de l'histoire 2.0? D'abord, le médium, c'est certainement le message, mais ce n'est pas seulement le message. Placer le papier à ma droite, ou plus précisément l'écrit du côté de la tradition et la vidéo du côté de l'innovation, c'est oublier que la transmission des savoirs, et plus généralement la relation éducative, c'est un rapport de pouvoir entre celui qui parle et celui qui écoute, celui qui écrit et celui qui lit. Et la vidéo peut très bien s'incarner dans la forme la plus conservatrice de la relation éducative, celle de l'expert qui parle au public, comme je le fais maintenant. Et d'une partie de l'enseignement en ligne, par exemple, les MOOCs, bien connus, peuvent également être une des formes les plus traditionnelles de l'enseignement frontal, de la personne qui parle et du public qui écoute. Donc, quelque part, le nouveau média et Internet et YouTube ne sont pas du tout des garants d'innovation. L'écrit, tel qu'il est réinventé par des journaux, ceux qui ont le moyen de le faire, comme le New York Times, qui marie contenu multimédia, y compris des narrations en voix off, qui offrent des interactivités, peuvent être tout à fait innovants, tout en s'attachant, en gardant l'écrit au cœur du dispositif. Plus largement, l'écrit aussi permet beaucoup plus facilement une réappropriation par les publics. Vous pouvez citer, vous pouvez copier, coller des bouts de texte, les envoyer à d'autres, les utiliser dans des textes. Faire ça avec la vidéo, c'est possible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Pour avoir enseigné un cours sur les sciences au cinéma avec des étudiants, je m'aperçois que la grande majorité d'entre eux ne savent ni éditer une vidéo, ni se réapproprier ces contenus. Ils savent surtout les regarder. Du coup, pour bien comprendre, je pense, l'intérêt des nouveaux médias sur lesquels on va discuter aujourd'hui, je pense que la question de la transmission de l'histoire, il ne faut pas s'arrêter au médium. Il faut s'intéresser plutôt à quel type de public ces médias construisent et le rapport de pouvoir qu'ils envisagent. Et là, je pense qu'il y a un deuxième décentrement qui serait utile. La formulation de notre séance, c'est transmission du savoir. Elle porte, je crois, en elle une asymétrie forte entre celui qui sait et celui qui ne sait pas, et c'est qui fonde en fait sa relation à l'autre sur cette inégalité. C'est une égalité de pouvoir entre celui qui a le pouvoir de savoir et celui qui a tout à apprendre. Et tant qu'on pense l'éducation, tant qu'on pense le dialogue avec l'autre sous cette forme, quel que soit le médium, la vidéo, le papier ou autre, on reste dans un modèle qui reproduit de nouveau ce discours de pouvoir ad nauseam, de la high culture contre la pop culture, et qui empêche une réelle appropriation de la culture par l'autre. Ce qui m'intéresse davantage, et c'est là où je crois que l'histoire 2.0 permet vraiment de faire quelque chose de nouveau, c'est des dispositifs qui vont au-delà de cette opposition entre ceux qui sait et ceux qui ne sait pas. Ceux qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé parfois un tournant participatif. C'est ceux qui donnent la voix à ceux qui sont censés écouter, ceux qui font écouter à ceux qui sont censés parler et tout savoir. Et c'est là, je crois, que les nouveaux médias offrent quelque chose de nouveau. C'est ce qui me plaît, je pense, particulièrement chez Nota Bene, c'est le ton. C'est le ton, ce n'est pas un ton condescendant vers le public. On lui parle comme si on parlait à un pote, on parle à un ami, on parle à quelqu'un avec qui on a vraiment envie de discuter, peut-être aussi d'écouter. Et le public, ça lui plaît qu'on lui parle comme ça et qu'on ne le prenne pas pour un imbécile. Plus intéressant, c'est les commentaires, à mon sens, au bas de la vidéo. On s'attache à la vidéo, mais ce que je ne vous ai pas montré, c'est les commentaires. Les commentaires qui sont par des milliers, parfois, de commentaires, d'un niveau tout à fait intéressant de débat sur des questions historiques. Une vidéo que j'ai regardée en particulier, les nazis tous pourris, point d'interrogation, recueille 700 000 vues, ce qui est énorme, mais recueille surtout 6 737 commentaires à ce jour. Des témoignages émouvants de personnes qui parlent de leur expérience familiale, des témoignages aussi d'historiens
extrêmement qualifiés dans la question et visiblement des spécialistes, et des propos des cafés du commerce, comme on s'attend toujours dans ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, un débat tout à fait intéressant, une appropriation par le public des problématiques qui sont traitées par Benjamin, et où il intervient également. Il revient en fait sur ses commentaires, il intervient et il donne aussi son avis, et on crée un réel dialogue ici avec le public. Et donc ce débat historique, je pense que c'est tout au mérite en fait de cette vidéo de l'avoir créé, de savoir su le susciter. Donc plutôt que s'attacher au ce qui est transmis dans ce contenu de vidéo, je pense que c'est plus intéressant de voir ce qui se passe après, ce qui se passe au-delà. Et plutôt que s'attacher aux millions parfois, 1 million parfois de vues de ces vidéos, c'est intéressant de regarder au débat qui a lieu après. Si on regarde le débat de Thomas Piketty au Collège de France récemment, il y a quand même 8000 vues sur YouTube et 0 commentaire. Donc ça laisse songeur. Ça laisse songeur et on voit tout à fait qu'ici, Nota Bene a réussi en fait à ouvrir la parole, à libérer une parole auprès du public à travers un certain ton notamment. Le public qui se transforme également en curateur de savoir, en un public qui choisit ce qui vaut la peine, ce qui est intéressant. Très souvent, les universitaires sont persuadés de savoir ce qui va intéresser le public. En général, on ne sait rien, on ne sait pas ce qui intéresse les autres. Et là, quelque part, le nouveau média permet en fait, au public de dire ce qu'il aime, de liker, de ne pas liker, de regarder, de ne pas regarder, et en fait de créer une hiérarchie des savoirs et des contenus sur Internet qui va guider le reste du public, les autres personnes qui regardent. Et quand on voit en fait le résultat est tout à fait là. Si vous regardez les vidéos sur Nota Bene, vous avez des contenus historiques tout à fait intéressants qui recueillent quand même parfois jusqu'à 1 million de vues. Et on pourrait penser que des contenus plus populistes en recueilleraient beaucoup plus, mais en français, ce n'est pas le cas. Si on regarde Jérém Star, je vous épargne de le regarder, commentateur de télé-réalité qui fait de très beaux interviews d'une bêtise abyssale dans son bain, il fait à peine plus de vues. Il en fait un peu plus, mais quand même pas plus qu'un ordre de grandeur. Et donc, ça montre qu'en fait, le public est peut-être moins bête que ce qu'on croit. Le public est tout à fait prêt à s'intéresser, à se passionner en grand nombre pour des contenus intéressants, et notamment des contenus historiens et historiques qui sont présentés ici sur Nota Bene. Toutefois, on va quand même se poser quelques questions, et c'est des questions que j'aimerais aborder avec vous tout à l'heure, notamment avec des médias plus traditionnels comme Le Temps, et comme on intègre ces dimensions-là. On doit se poser la question aussi du modèle, notamment économique, qui est derrière ce genre de médias, et puis de l'influence que ça a sur les contenus. Que ça soit au Temps ou sur Nota Bene, l'audience est après tout la clé d'une survie. C'est ça qui permet au journal de continuer, c'est ça qui permet aussi de continuer son métier sur YouTube. Alors que ce soit par le crowdfunding qui a financé une partie de Nota Bene ou bien par des annonceurs commerciaux, on est obligé de plaire. Et là, il faut reconnaître que les thèmes choisis par Benjamin Briot, dans ces thèmes qu'il choisit d'histoire, ça saigne beaucoup, je l'ai déjà dit, et on est quand même beaucoup aussi dans une histoire bataille souvent, une histoire bataille qui plaît énormément, et c'est quand même quelque chose que le public en fait semble aimer, et on est peut-être moins parfois dans une histoire problème qui est parfois plus difficile à problématiser, et peut-être plus difficile à toucher 200 000 personnes sur des questions comme ça, même si parfois il y parvient très bien, par exemple sur l'histoire de la sorcellerie. On est aussi beaucoup dans une histoire de rétablissement de la vérité, une vertu cardinale à la fois pour le journaliste et pour l'historien, mais quelque part on ne peut pas en rester là. L'idée de vouloir rétablir la vérité face aux mythes, les mythes qu'on retrouve, que ce soit dans les jeux vidéo ou dans les films, et qu'on essaye de rétablir avec une vérité historique, c'est un thème et une manière de cadrer le problème qui fonctionne bien, mais quelque part on ne peut pas non plus en rester là. Il faut aussi évidemment se poser la question des multiples problématisations possibles de l'historien, et c'est quelque chose aussi, un discours qu'on aimerait bien partager avec un public plus large, mais qu'il n'est pas évident de faire. Donc j'aimerais en rester là, de dire voilà, on va recadrer pas seulement sur la transmission, mais sur le débat qu'on peut créer, sur les publics, sur quel public on crée, quel public on imagine et quel public on fait participer à une réflexion sur le savoir historien. Les thèmes que j'aimerais aborder avec vous maintenant, c'est tout de suite lancer une question. On va faire quelques questions ici, ensuite rapidement j'aimerais vous donner la parole. Peut-être à Benjamin, une question sur le papier. Une question non pas sur la vidéo, pas sur YouTube, mais qu'est-ce que vous enviez ou qu'est-ce que tu envies au papier ? Alors tu as écrit un livre, tu connais le papier, tu as un respect aussi pour le papier, mais qu'est-ce que tu envies à ce médium qu'on peut retrouver dans le journal ? Tu aurais pu choisir d'être journaliste et travailler pour Le Monde. Tout d'abord, bonjour à tous. Le papier, c'est une manière différente de raconter l'histoire qu'en vidéo. Je ne pense pas que les deux soient opposés, ils sont plutôt complémentaires. Et c'est dans ce cadre-là, moi, que j'avais écrit finalement le livre, puisque je crois très fort que chacun a une façon de s'approprier les contenus. Certains vont être plus sensibles à la vidéo et d'autres vont être plus sensibles à l'écriture, au livre, au journal. Et c'est pour ça que j'étais allé vers l'écriture aussi, pour toucher un public que je n'aurais pas touché
avec la vidéo. Et finalement, les personnes qui ont lu le livre, ce sont souvent des proches de personnes qui se sont abonnées à Nota Bene et qui l'ont offert à leurs frères, leurs sœurs, à leurs parents, leurs grands-parents, qui eux n'étaient pas encore sur ce média qui était la vidéo. Ensuite, il faut être clair, quand on écrit un livre, on a souvent peut-être plus de temps au niveau de la réflexion. Alors je sais pas, je pense que dans le journalisme, la contrainte de temps, elle est aussi là, bien évidemment, mais sur l'écriture particulière d'un livre, on peut prendre le temps de la réflexion. Un livre, ça ne s'écrit pas en 1 semaine ou en 2 semaines, qui est le temps que je passe sur l'écriture d'une vidéo Nota Bene. Donc on peut prendre ce temps, on peut se permettre de digresser comme on veut, on peut se permettre de se perdre vraiment et de développer beaucoup plus le contenu en vidéo. Une vidéo d'1 heure, ça peut se faire, bien évidemment. C'est beaucoup peut pas se regarder. C'est plus compliqué à regarder et on perd plus facilement l'auditeur, l'internaute. Ou alors ça demande une charge de travail qui est absolument énorme. Hein. On ne passe pas autant de temps en production sur un 10 minutes que sur un 52 minutes documentaire à la télé, par exemple. Et c'est tout à fait normal. Donc voilà, ce que je peux envier à l'écriture, c'est peut-être cette faculté de pouvoir digresser, peut-être développer un petit peu plus davantage les choses. Et d'ailleurs, j'ai des collègues, des camarades qui travaillent sur le web, comme Histony, qui a une très belle chaîne d'histoire, et qui joint à ces vidéos qui sont souvent assez longues, de nombreux écrits à côté où il peut développer un peu plus les choses. Ce que j'aime beaucoup dans ce que vous dites, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas une opposition nécessaire entre les publics. C'est pas qu'il y a les publics qui lisent et les publics qui regardent des vidéos. C'est pas qu'il y a les millénials qui regardent des vidéos sur YouTube et les plus vieux qui lisent des livres. Je pense qu'il y a vraiment une complémentarité. Il y a vraiment des passages plus en plus fluides de l'un à l'autre. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques intéressantes à prendre en compte si on veut parler d'histoire. Sur une question de nouveau en miroir cette fois-ci, sur la vidéo, alors vous avez aussi fait de la vidéo, vous avez aussi produit des films, mais votre activité est essentiellement dans l'écriture, et papier ou à l'écran. Si vous faisiez essentiellement des vidéos, qu'est-ce que vous voudriez faire et qu'est-ce que le médium vous apporterait ou qu'est-ce qui vous fait rêver dans la vidéo? Si je faisais de la vidéo, j'aimerais surtout faire 600 000 vues comme Nota Bene. Ce serait ça le grand objectif. Il faut que je souligne que mon rôle a été assez marginal dans cette vidéo. Hein. On a créé une nouvelle structure qui s'appelle la Digital Factory. C'est des gens qui sont vidéastes, qui sont spécialisés là-dedans. La vidéo de l'historien en armure, en fait, on l'a fait parce qu'il y avait une conférence Game of Thrones vue par les historiens. Donc on s'est dit, comment est-ce qu'on va... Donc le temps était aussi associé à ça. Daniel Jacquet était l'un des intervenants. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va parler de cette conférence? On fait un article ou on fait une vidéo? Donc j'ai été voir la Digital Factory, on s'est dit, bon, Daniel Jacquet en armure, qui est dans son musée à Morges, qui peut nous parler de ses recherches, les mettre en avant, etc., ça passe quand même mieux en vidéo. Et puis donc les deux, on s'est déplacés sur son lieu de travail, il a ramené son armure, et puis on l'a filmé là. Et puis ce qui est intéressant, c'est que bon, la conférence avait une échéance, elle est terminée maintenant, mais la vidéo, elle continue à mener sa vie. Et elle a été énormément partagée dans des groupes d'histoire, qui ont parfois absolument rien à voir avec des historiens suisses. Et puis elle nous a permis d'atteindre une audience qu'on n'aurait jamais espéré atteindre avec une vidéo du temps. Pour donner un ordre d'idée, nos vidéos, elles font actuellement 7 000, 8 000 vues. Les siennes font 200 000 en moyenne, hein, on en parlait tout à l'heure, 150 000, 200 000. Celle de l'historien en armure, elle est arrivée à 117 000. Donc pour nous, c'est quelque chose qui est équivalent à notre lectorat. Papier et web, sur une vidéo. Donc l'objectif à ce niveau-là était assez satisfaisant. On aura peut-être l'occasion de parler des modèles d'affaires après. Ouais. Bien, donc moi, ce que je retiens aussi là, c'est vraiment qu'il y a une contrainte évidemment dans le visuel et dans l'image qui renforce certains partis pris. L'histoire bataille, ça fonctionne quand même bien à l'image, enfin, et l'armure, ça fonctionne très bien, peut-être davantage qu'une histoire du sensible, qu'une histoire des odeurs, et qui passerait peut-être un peu moins bien sur YouTube. Donc on voit ici déjà, je crois que le médium, quelque part, il contraint fortement quand même aussi le type de contenu qu'on peut offrir. Oui, mais pas forcément. Tout dépend après de la mise en scène. C'est-à-dire que j'avais voulu faire un épisode sur la
pierre blanche de Caen qui avait permis notamment d'aller construire pas mal de bâtiments outre-Manche, j'ai pu le faire. Et via la mise en scène, en allant explorer une carrière, etc., c'est des choses qui peuvent se raconter aussi. L'histoire des odeurs, on peut très bien imaginer une mise en scène avec les odeurs. On voit le film Le Parfum, avec ses plans tout à fait magnifiques, etc. C'est des choses qui peuvent intéresser le public aussi. Tout dépend de la manière dont on veut le présenter et des moyens qu'on peut y mettre, puisque forcément, dès qu'on veut commencer à partir dans quelque chose d'abstrait, ça va demander une certaine forme d'expérience en termes de réalisation et d'image. Un terme qui est revenu plusieurs fois, c'est le nombre de vues, hein, une quantification, une obsession par la quantification de l'audience, à la fois chez le média papier, avec une certaine jalousie évidemment de YouTube, je crois qu'on peut le dire comme ça. Il y a évidemment aussi une tyrannie de l'audience, un risque de populisme, enfin il faut plaire, quel sujet on va aborder, quel public ça va toucher. Et là j'aimerais vous entendre tous les deux sur quels sont les publics vraiment que vous voulez toucher, au-delà du chiffre, au-delà du nombre, à qui est-ce que de qui voulez-vous être entendu? De tous, de préférence. Ça fait beaucoup de monde, ça. Voilà. Mais moi, c'est vrai que mon public, c'est principalement du 18-35 ans à 80%. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les adolescents, finalement, c'est pas la troisième cible. Hein, ils arrivent qu'en 5e position. Donc c'est vraiment le 18-35 ans qui prime de mon côté. Et j'ai pas de stats officielles sur les classes sociales qui regardent Nota Bene, mais je sais que j'ai des étudiants en histoire. J'ai donc des passionnés et j'ai des gens qui ne s'y intéressaient absolument pas. Et moi, j'ai envie de parler principalement s'il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'histoire au départ, parce qu'ils ont des a priori sur l'histoire. Et souvent, on a des gens qui se disent oui, l'histoire, c'est peut-être un truc d'intello, c'est un truc peut-être un peu trop élitiste, et peut-être que c'est pas pour moi. Et j'ai déjà reçu des messages de personnes qui me disaient moi je travaille à l'usine tous les jours et quand je rentre à la maison je regarde Nota Bene et ça me permet de me plonger un peu dans l'histoire et puis de m'y intéresser et souvent quand j'ai des messages de gens qui me disent je ne lisais pas et finalement j'ai commencé à ouvrir des bouquins parce que je me suis intéressé à l'histoire via Nota Bene, pour moi c'est là qu'est la victoire. Et c'est à ces personnes-là que j'ai envie de parler en premier, puisque mon émission, enfin un prof d'histoire qui est très pointu sur un sujet, trouvera peut-être peu d'intérêt dans la vidéo, ou un passionné qui est déjà très érudit, ou même un étudiant d'histoire pourra trouver que certains sujets sont survolés, et c'est normal, puisque dans des formats de 10, 15, 20 minutes, parfois on n'a pas non plus l'occasion de creuser vraiment le fond des choses, mais mon envie à moi, c'est de donner envie, finalement. Et comme je conçois mon émission, c'est une première marche vers l'histoire. Le but, c'est d'attiser une certaine curiosité chez le spectateur pour qu'il aille lui-même ensuite consulter des articles de fond ou d'autres émissions qui peuvent durer 2 heures sur le même sujet. Je crois que c'est tout à fait intéressant quand on regarde, et j'ai passé toute la matinée à regarder les commentaires en fait, des différentes vidéos, de voir certaines en public essentiellement historiens. C'est des historiens qui sont à la fac en histoire, des étudiants ou des professionnels, des historiens professionnels, avec un niveau de débat extrêmement élevé. Et là, on se dit, en fait, la vidéo YouTube, ça n'a pas permis d'élargir en fait, le public. C'est le public, de toute façon, qu'on avait déjà. Et puis d'autres, en particulier, je pense, la série sur Arte, avec le rôle de l'histoire et la place de l'histoire dans les jeux vidéo, niveau de langage complètement différent, des débats à la fois sur les jeux vidéo, mais à la fois sur l'histoire, un public qu'on imagine qui n'est pas un public conquis. Ce n'est pas un public qui a l'habitude probablement de réfléchir à des questions qui sont posées. Et là, on a vraiment l'impression qu'il y a une extension, disons, du public possible qui s'intéresse ensuite vraiment à des questions peut-être plus pointues en histoire. Il faut nuancer ça aussi, c'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, alors les nazis tous pourris, je ne sais plus combien j'avais fait de vues exactement, il y a similé quelques commentaires. Maintenant, il faut nuancer ça parce qu'il y a souvent une majorité silencieuse qui ne s'exprime pas, mais qui regarde quand même les vidéos. Et parmi les gens qui ne s'expriment pas, il y a aussi ces gens qui commencent à s'intéresser à l'histoire, mais qui ne se sentent pas assez légitimes pour aller poster un commentaire et débattre sur ce sujet-là. Puisque quand on n'y connaît rien finalement en histoire, on a du mal à se positionner dans un débat et parce qu'on n'a pas les arguments ou le background historique pour participer à la discussion. Et ça, je pense que ça joue aussi, finalement. La tyrannie de l'audience, autant, ça se présente comment ? Non, alors avant j'ai parlé de chiffres absolus dans les vues, mais en réalité c'est un peu plus compliqué que ça. On va regarder le taux d'engagement dans les vidéos, et l'idée c'est aussi, l'idée de ces vidéos en fait, qui pour l'instant ne rapportent absolument rien, contrairement à des articles qu'on arrive à vendre en papier, c'est de diversifier le public et d'attirer des gens vers notre site qui pourraient éventuellement s'abonner à terme.
Et là, on considère notamment que les vidéos qu'on poste sur Facebook sont moins importantes, les vues qu'on fait sur Facebook sont moins importantes que les vues qu'on fait sur notre site. Parce que sur Facebook, c'est un modèle d'affaires qui est très fragile. Il y a l'autoplay qui a une tendance à booster les vues vers le haut. Et on s'est rendu compte que très peu de gens qui regardent nos vidéos sur Facebook vont ensuite basculer sur le site. Donc voilà, le but de ces vidéos, c'est clairement, finalement, de vendre un produit qui est notre journal ou qui est de vendre nos contenus, qu'ils soient en papier ou en numérique. J'aurais peut-être encore une question, ensuite passer vraiment la parole au public. Deux questions qui m'intéressaient. La première, c'était sur la question de la légitimité. Le journal, évidemment, quand on écrit dans un journal, on arrive avec toute une tradition et tout un bagage symbolique qui est attaché à la presse écrite, qui donne une crédibilité à ce qui est écrit. Quand on vient sur YouTube, c'est moins le cas. Et pourtant, quelque part, le Nota Bene a vraiment fait sa place. On voit des étudiants qui se réfèrent à ça dans la discussion, mais Nota Bene a dit que... et quelque part, ça devient une certaine légitimité qui vient s'inscrire là. Comment ça s'établit ça? Pourquoi est-ce que le public devrait faire confiance à ce qui est dit là? Quelle est un peu la source de légitimité de ce genre de vidéo? Alors là, on me questionne sur ma légitimité personnelle ou sur le problème de la légitimité sur YouTube? Alors, ce serait plutôt sur ce type à vertu éducative ou de vidéo à vertu éducative par YouTube en général. Mais Alors, de façon générale, cette légitimité, entre guillemets, elle peut être problématique. Et une légitimité qui vient du public, je lui ferai pas forcément confiance. Puisque le grand problème de YouTube, c'est le phénomène de starification. Dont je suis aussi victime. Hein. Et le gros problème, c'est que s'il y a une belle forme dans les vidéos et un bon orateur devant la caméra, eh bien, tout de suite, on a un peu cette impression, comme si on regarde quelqu'un à la télé, où on se dit, s'il le dit, c'est que ça doit être vrai. Et le public, massivement, au fur et à mesure des vidéos, va se sentir de plus en plus familier avec ce vidéaste, va commencer à lui faire confiance, et puis un jour, il remettra même plus sa parole en question. Et ça, c'est dangereux, puisque sur YouTube, comme à la télé ou comme dans les livres, eh bien, il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées, et même des gens bien intentionnés qui bâclent leur travail, et qui, du coup, font de la désinformation à très grande échelle, finalement. Donc la légitimité par le public, personnellement, je n'y crois pas. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait il faudrait que tous les étudiants d'une fac d'histoire se réunissent et aillent spammer en commentaire une vidéo en disant attention, warning, là ce qu'est en train de raconter ce type-là, c'est faux. Et encore, est-ce que ça suffirait? Je ne sais pas. Il y a ce phénomène de starification qui a ses défauts, bien évidemment. Maintenant, c'est à chaque vidéaste d'avoir une propre éthique, et aux vidéastes aussi à se coopter entre eux. Et typiquement, dans le domaine de l'histoire en France, aujourd'hui, on a une cinquantaine de chaînes d'histoire qui ont pignon sur rue, c'est-à-dire plus de 1000 abonnés, qui ont chacun leur ton, chacun leur présentateur, leur façon de raconter l'histoire. Et il y a énormément de collaboration entre toutes ces chaînes. Il y a une synergie qui s'est créée où eh bien, on collabore ensemble. On apparaît dans les vidéos des uns, des autres, etc. Et je pense que de ce côté-là, les gens ne sont pas stupides quand ils voient qu'il y a une dizaine de chaînes qui tournent entre eux et qu'ils n'invitent pas une autre chaîne qui, elle, fonctionne bien, c'est qu'il y a souvent un souci, quoi. Et typiquement, il y a des chaînes qui fonctionnent bien et qui sont pas très très sérieuses non plus. Donc à nous après d'essayer. Le but du jeu en tant que vidéaste, ça va pas être non plus de pointer les autres en disant regardez comme c'est mauvais, etc. Parce que il faut nuancer aussi les choses. Ces personnes-là qui parfois bâclent le travail ont aussi une audience et peuvent paradoxalement susciter un intérêt pour l'histoire aussi de la même façon que nous le faisons. Et j'expliquais hier en conférence le cas d'un vidéaste qui copiait-collait Wikipédia à la virgule près. Alors moi je suis un grand défenseur de Wikipédia, mais qui pour le coup ne se foulait pas trop, hein. Il copiait. Et on se posait la question de savoir est-ce que c'était grave ou pas. Et en l'occurrence, si l'article Wikipédia est bien fait, il y a des gens qui n'auraient jamais été sur Wikipédia, qui n'auraient jamais découvert ce sujet-là, et finalement c'est plutôt positif. Donc c'est une question qui est extrêmement complexe, cette question de la légitimité. Et j'aurais tendance à plus faire confiance à des gens qui eh bien, s'investissent avec le milieu universitaire, s'investissent avec les historiens et collaborent avec eux, mettent en avant des travaux. Souvent, ce qui revient dans les émissions, c'est que nous, on encourage tous les vidéastes à mettre leurs sources.
dans la description, afin que le public puisse aller plus loin, toujours inviter le public à questionner, à réfléchir et à remettre nos propres travaux et notre propre transmission en question, parce que c'est important, et ça, en général, maintenant, c'est notoriété publique. Voilà, quand une personne ne met pas ses sources, bon, déjà, on peut commencer à se méfier. Après, il serait assez facile de se dire regardez, je suis sérieux, je me suis basé sur cette thèse en allemand qui fait 800 pages, allez vérifier. Bon, là, c'est vrai que c'est compliqué pour les gens. Les travaux académiques ne font pas exception, là. Mais je crois que tout à fait, donc, dans le domaine médical, le même problème s'est posé sur l'information médicale sur Internet, et là, des systèmes alternatifs ont été proposés avec des accréditations par des experts de la qualité de... On pourrait imaginer une commission d'historiens du Conseil national des universités qui se réunit et qui accrédite nota bene avec un Stampfel, avec un grand H, pour dire qu'en fait c'est du solide. Mais je pense que la solution de mettre des sources et tout ça est bien plus intéressante et bien meilleure. Et oui, de laisser... mais ça ne protège pas. Non, ça ne protège pas, bien sûr. La question de la légitimité se pose évidemment autrement pour le temps, donc ça serait une possibilité de rebondir là-dessus. Une autre qui m'intéressait aussi, c'était de voir la question de la participation du public. Qu'est-ce que le public peut faire autre qu'écrire au journal? Ou comment est-ce que le public peut s'approprier aussi le journal autrement, autre comme lecteur, plus ou moins passif? Est-ce qu'il y a des réflexions là autour au journal? On a fêté les 20 ans du temps la semaine dernière, par exemple. On réfléchit, dans ce cadre-là, on a beaucoup réfléchi sur les formats. Et l'une des voies qu'on a vues pour diversifier, c'est donc les vidéos, mais c'est aussi organiser de plus en plus d'événements. Et dans ce cadre-là, il y avait notamment un événement de journalisme vivant. Donc c'est certains de nos journalistes et également d'autres personnes qui sont venus. Il y avait des photographes aussi. Et ils sont venus raconter une enquête, un sujet qui leur tenait à cœur au grand public, comme s'ils faisaient du théâtre en réalité. Et donc c'est quelque chose qui a été fait en collaboration avec une metteuse en scène parisienne. Et le retour a été assez bon, et l'envie de la rédaction chef, c'est de continuer à pousser dans cette direction-là pour ce type d'événement ou pour d'autres. Ça c'est un des moyens justement pour rapprocher les journalistes des lecteurs. Bien, merci. Donc, voir qu'en fait l'innovation n'est pas l'apanage d'Internet ou de YouTube, qu'on peut innover sur le papier, on peut innover dans un journal, et il y a d'autres manières évidemment d'impliquer les publics. Et si je peux dire un petit mot aussi, alors c'est pas de l'autopromo, mais ce qui est assez intéressant, c'est que souvent dans les médias plus traditionnels, notamment à la télé française, il y a une certaine condescendance souvent vis-à-vis des contenus et des publics aussi sur Internet, et souvent il y a cette réflexion qui dit oui, mais de toute façon, quand il y a 600 000 vues, ça veut rien dire, ou c'est des vues achetées, ou c'est un public qui ne s'intéresse que comme ça. Mais c'est faux, le public s'intéresse vraiment. Et la meilleure moyen de le démontrer, c'est qu'il y a maintenant 4 ans, avec ma femme, on a décidé de mettre en place ce qui est devenu aujourd'hui un festival d'histoire, pas loin de chez moi où j'habite à Tours. Donc c'est vraiment quand même excentré de Paris, hein, il faut prendre le train, etc., la voiture. Et l'année dernière, par exemple, on a fait billetterie fermée en 20 jours, 1300 personnes qui se déplaçaient par jour sur le site. Cette année, ça va monter à 2000. Et donc, on voit qu'il y a un vrai intérêt et qu'on arrive aussi à déplacer cette audience numérique et à la transformer en une audience qui va venir sur des lieux de patrimoine, sur des événements réels. Et ça, c'est vraiment tout à fait intéressant. Tout à fait. J'aimerais maintenant vous passer la parole, que vous ayez l'occasion. Il y a un micro qui va circuler. Pas celui-là? Ah, lui, c'est pas bon. Je prends celui-là. Monsieur? Oui, bonsoir. Concernant Nota Bene, pour voir Nota Bene, il faut s'abonner, c'est comment ça se passe? Alors non, en gros, Nota Bene donc, est sur la plateforme YouTube et toutes les vidéos sont accessibles gratuitement. Quand on parle d'abonnement, en fait, c'est simplement qu'une personne qui a un compte YouTube qui est gratuit à créer, c'est un compte Google en fait, eh bien, il y a un petit bouton qui s'appelle s'abonner en dessous de la vidéo. La personne clique, automatiquement elle est abonnée de façon gratuite et elle va pouvoir recevoir des notifications, ça marche plus ou moins bien, qui vont l'informer quand je sors une vidéo en fait. Donc le système d'abonnement c'est juste pour être informé et suivre cette chaîne pour avoir ces nouvelles actualités, mais c'est tout à fait gratuit. Et comment vous financez? Alors la question, on part tout de suite sur les questions de financement ?
On peut y aller, ouais. Allez, allons-y. Alors, sur Internet, et particulièrement sur YouTube, la question du financement elle est centrale puisque la plupart des vidéastes sont extrêmement précaires. C'est une situation vraiment qui est très précaire d'un point de vue économique pour la majorité des acteurs. Aujourd'hui en France, il y en a une dizaine, tous domaines confondus, qui en vivent. En histoire, on doit être deux à vivre notre activité. Moi aujourd'hui j'en vis bien, mais on va dire je suis un peu une exception. Et alors le modèle il est assez complexe, c'est un peu un modèle à l'américaine, c'est-à-dire qu'il y a différentes sources de financement qui viennent créer l'enveloppe globale de l'émission. Alors tout d'abord il y a des pubs qui sont situées en début de vidéo et qui vont rapporter de l'argent. Alors sur ces pubs-là, Google prend 50% de ce chiffre d'affaires. Et la plupart des vidéastes un peu, voilà, qui ont une certaine audience sont affiliés à ce qu'on appelle des networks, qui sont des sortes de régies publicitaires qui sont censées aider dans alors la communication ou la production, ou fournir des outils qui vont aider le vidéaste. Et pour ça, eh bien, ces networks prennent alors moi quand j'ai signé au départ c'était 40% de mes revenus à l'époque. Aujourd'hui c'est plus entre 0 et 20%, moi je suis à 15% actuellement. Quand c'est à 0%, finalement les networks se rémunèrent sur des contrats qu'ils vont pouvoir apporter directement aux vidéastes. Alors il n'y a pas de recette magique pour savoir combien rapporte une vidéo en particulier, c'est très très fluctuant. Ça dépend bien évidemment de la durée de la vidéo, de la période à laquelle la vidéo est diffusée, puisque les pubs se vendent beaucoup plus cher au mois de décembre quand il faut acheter les cadeaux qu'au mois de juillet où tout le monde s'est barré à la plage et personne ne regarde les vidéos. Mais grosso modo on peut considérer que 1000 vues égale $1. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec, je fais entre 1 et 2 millions de vues, donc l'activité YouTube me rapporte voilà, entre 1200 et 1600 $, sur lequel on enlève les 15% du network. En plus de ça, il y a du crowdfunding, mais c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que le crowdfunding classique, c'est plutôt du genre j'ai 30 000 €, enfin j'ai besoin de 30 000 € pour faire un projet, donnez-moi ces 30 000 €, je fais ce projet. Là il y a des sites qui se sont développés, Patreon aux États-Unis, Tipeee en France, qui permet aux auteurs de dire j'ai déjà un programme, vous savez ce que je fais, aidez-moi à continuer en me finançant, un peu comme du mécénat, comme un type tous les mois. Et donc il y a des gens qui donnent 10 € juste comme ça, ponctuellement, et puis il y a des gens qui donnent 1 € tous les mois. Alors, si tous les abonnés le faisaient, ça serait formidable. Je gagnerais 600 000 € par mois, ça serait vraiment génial. Ça n'est absolument pas le cas. Ça, donc, c'est public, on peut le trouver sur Internet. Moi, en général, ça oscille entre 1200 et 1500 € par mois, sur lesquels sont prélevés 8% de la plateforme Tipeee. Très bientôt, un système similaire va être mis en place sur YouTube, où on pourra directement, en dessous de la vidéo, faire un don au vidéaste. Mais Google est un peu plus gourmand, il prendra 30% sur cette somme-là. Ensuite, il y a les épisodes de commande. Donc, épisodes de commande, c'est des musées, des départements, des acteurs du patrimoine qui vont venir nous voir pour promouvoir leur musée ou leur région ou un produit, peu importe. Et donc, alors moi, ça, je le développe beaucoup sur ma chaîne parce que c'est aussi un des moyens d'être de moins en moins dépendant de YouTube et de ses fluctuations d'algorithmes. Donc, j'ai pu travailler pour le musée du Louvre qui m'a rémunéré pour faire des vidéos, pour EDF en France, pour les départements comme le Vaucluse, l'Aisne, qui m'avait demandé de mettre en valeur son patrimoine à travers le prisme de la Première Guerre mondiale. Donc, j'avais réalisé 3 vidéos, la Première Guerre mondiale, la vie des civils durant la Première Guerre mondiale à Saint-Quentin, précisément, le débarquement américain à Château-Thierry et un focus sur le chemin des Dames. Donc ça c'est une autre source de revenus, mais qui là aussi dépend de la notoriété du vidéaste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi j'ai de la chance, j'ai la plus grosse communauté francophone en termes d'histoire, donc j'ai un planning qui est complet jusqu'à février 2019. Les copains qui font de l'histoire et qui ont une audience plus restreinte ont beaucoup moins de propositions, voire pas du tout. Donc c'est une solution sur laquelle parfois malheureusement ils ne peuvent pas compter. Ensuite, il y a tous les produits dérivés. Ça peut être des ventes de t-shirts par exemple. Là on voit que sur cette vidéo j'ai un t-shirt Nota Bene avec différents styles de barbe. Ça, bon, ça reste peanuts, hein. Moi qui ai une grosse communauté, c'est 200 balles par an, c'est pas grand chose. Mais on peut considérer que le livre que j'ai sorti est un produit dérivé, pourquoi pas. Encore une fois, j'ai eu l'occasion d'écrire un livre parce que j'ai une audience.
Et la plupart des copains qui n'ont pas cette audience galèrent un petit peu à se faire éditer et donc à sortir un livre quand ils en ont l'envie. Moi, au début, je n'avais même pas prévu de sortir un livre. J'ai plusieurs éditeurs qui sont venus me voir en me disant on aime beaucoup ce que tu fais, ce qui m'a doucement fait rigoler parce que je savais qu'ils aimaient surtout l'audience que j'avais. Et ça m'a permis, du coup, je me suis dit bon, je vais quand même saisir cette chance qu'on m'offre d'être édité, puisque c'est quand même relativement difficile de se faire éditer, pour eh bien, me risquer à l'écriture eh bien, d'un livre. Et c'est ce que j'ai fait avec Nota Bene. On peut considérer que c'est aussi un produit dérivé. Ensuite, il y a quelques interventions quand on peut être parfois invité sur des événements où on peut être rémunéré aussi, ça arrive, pour des conférences. Mais ça reste plus anecdotique et ça dépend aussi de la notoriété du vidéaste. Donc la plupart des vidéastes surfent surtout sur deux revenus, les revenus YouTube qui sont extrêmement fluctuants et le crowdfunding. Sachant que, pour revenir vite fait sur YouTube, leur politique de monétisation étant aussi très fluctuante, il peut arriver que du jour au lendemain, plusieurs dizaines de vidéos soient démonétisées d'un seul coup parce que leur politique vis-à-vis de la monétisation a changé. Par exemple, il y a un an, il y avait eu un grand scandale sur YouTube, puisque, je ne sais plus, au début d'une vidéo de propagande sur Daesh, il y avait dû avoir une pub BMW ou je ne sais pas, et l'annonceur a gueulé en disant « je ne veux pas être en début d'une vidéo pro-Daesh ». Et du coup, YouTube a durci ses conditions de monétisation, et toutes les vidéos qui parlaient de sujets un petit peu chauds, politiques, ou de sujets qui mettaient en rapport avec la guerre, étaient démonétisés, et donc j'ai eu une bonne partie de mes vidéos qui traitaient, j'avais fait plus d'une quinzaine de vidéos sur la Première Guerre mondiale, il y en a beaucoup qui avaient été démonétisées ou qui étaient démonétisées d'office. Et alors bien sûr, quand on faisait des réclamations en disant écoutez, c'est pas des vidéos pro-guerre, mais c'est des vidéos éducatives sur la Première Guerre mondiale, ils nous remettaient la monétisation, mais ils nous le remettaient 4 jours plus tard, sachant que le gros des vues se fait vraiment dans les 2-3 premiers jours. Donc le mal était déjà fait. Voilà pour la question économique de mon côté. Une réponse très complète, hein, très éclairante. On va, avant de passer au temps, peut-être voir si d'autres questions. L'idée, c'est vraiment que vous ayez l'occasion. C'est madame ? Monsieur ? Oui, j'ai eu 1 heure, voire un millénaire de retard, vu la rapidité à laquelle vous parlez. Mais j'en suis encore à l'introduction, où Bruno Strasser a dit, à juste titre, que ce n'est pas parce qu'il y avait du papier et du 2.0 que c'était un débat entre les anciens et les modernes, ou entre l'histoire élitiste ou l'histoire populaire. Alors, j'aimerais vous poser une question sur 3 types d'histoire populaire, on peut dire, et savoir ce que vous en pensez sur le papier ou à l'écran. D'abord, je connais une lycéenne française qui a fait 1 an d'échange à Londres. Et à son premier cours d'histoire, elle était baba parce qu'on lui a demandé que serait la Russie si Lénine n'était jamais né. Et hier soir, un collègue m'a dit que serait la France et l'Angleterre si Jeanne d'Arc n'était jamais née. Ce serait sans doute le même pays, ce qui suggère une seconde question, est-ce que l'Angleterre serait devenue une puissance maritime, conquérante, colonisatrice? Donc, est-ce que ça, c'est des questions grand public ou c'est des questions d'experts? Je ne pense pas qu'elles iraient bien sur du 2.0, mais c'est des questions typiques de dissertation à l'école, et l'école est un lieu grand public. En tout cas, moi, si je dois retourner à l'école, si pour me punir de mes longues interventions, on me dit « tu dois pas retourner à l'école », j'aimerais bien voir ce genre de questions. Le second type d'histoire populaire, c'était pendant longtemps les maniaques de la numismatique, de la recherche d'objets enfouis, de la généalogie, de l'étymologie. Est-ce que ça peut rester une porte d'entrée privilégiée pour le petit peuple qui veut faire de la grande histoire? Et le troisième cas, c'est par exemple si on demande au public ici, connaissez-vous l'histoire extrêmement tortueuse de ce bâtiment? La question a été posée tout à l'heure lors de la visite sur les affiches de mai 68. Est-ce que ce bâtiment, inspiré de Hundertwasser, est-ce que ça fait partie des années, la culture des 68 ans? Voilà, c'est donc 3 types trois portes d'entrée possibles, bonnes ou mauvaises, et je pense que ça fait partie du débat de poser. Eh bien, pour moi, ces 3 portes d'entrée sont tout à fait valables sur Internet. Et la première particulièrement, puisque la question que vous posez, c'est celle de l'Uchronie, finalement.
Et l'Uchronie, elle est extrêmement intéressante. Le public s'y intéresse beaucoup. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux vidéo qui sortent ou d'œuvres qui sont uchroniques. En série, par exemple, on peut citer Man in the High Castle, qui part du principe que la Seconde Guerre mondiale a été remportée par les Allemands. Ça intéresse beaucoup les gens. Et c'est particulièrement intéressant puisque ça touche un aspect pédagogique fondamental, c'est comprendre les mécanismes qui agitent l'histoire. Donc en commençant à parler d'Uchronie avec le public, on peut plus insister justement sur cette question de mécanismes qui agitent l'histoire que d'un fait en particulier. Et ce qui est intéressant, bien évidemment, dans les vidéos YouTube que je produis, c'est pas le factuel. On s'en fout qu'il se soit passé, tel événement à telle date précisément. Ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on en est arrivé là et de dérouler le fil de l'histoire, qui est complexe. Donc aborder l'Uchronie, je pense que c'est une très très bonne porte d'entrée, que ça soit au cinéma, dans la littérature, et bien évidemment sur les chaînes YouTube. Il y a d'ailleurs des chaînes YouTube qui sont spécialisées dans l'Uchronie. La deuxième porte d'entrée que vous finalement proposez, c'est celle de l'histoire. Oui, qu'elle est éprouvée, c'est cette faculté pour le grand public d'aller tâter soi-même l'histoire. J'ai fait moi-même une vidéo tuto sur la généalogie qui a très 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 bien fonctionné et j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit suite à cette vidéo je suis allé faire ma généalogie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif, puisque une personne qui va commencer à faire son arbre généalogique va devoir, à un moment donné, être confrontée à ses sources primaires, que sont les actes de naissance, de mort. Voilà. Et en France, avec Villers-Cotterêts, on peut remonter quand même assez loin. Et ça sensibilise tout de suite la personne au travail même de l'historien qui doit rechercher ses ressources et aux difficultés parfois rencontrées sur le fait de trouver de bonnes sources et de les exploiter finalement. Donc on est sur un niveau grand public, mais ça permet de sensibiliser quand même aussi à cette question. La troisième porte d'entrée, c'était le bâtiment, l'histoire locale. L'histoire locale, ça fonctionne extrêmement bien aussi. Peut-être parce qu'on touche une corde sensible chez l'humain, qui est celle du chauvinisme. Et à un moment donné, quand on commence... Non, mais bien évidemment, mais en fait, moi je vois très bien que j'avais fait une histoire, par exemple, l'histoire du Berry en France. Et ça avait extrêmement bien marché parce que d'un seul coup, toutes les personnes qui habitent dans cette région se sont dit « Ah bordel, enfin, on parle jamais de ma région, tout le monde dit qu'il n'y a rien à faire, mais en fait, voilà, c'est une région qui est riche en culture, etc. » Et ils sont fiers de pouvoir faire la promotion de leur culture. Et donc toucher à cette histoire locale, évidemment, ça permet aux gens qui habitent dans cette région de partager leur histoire locale aussi, d'en être fiers et de sensibiliser les autres à cette histoire complexe qui est la leur. Après, l'histoire des chaises, ça peut très très bien se faire aussi. Et c'est via des sujets totalement insolites aussi qu'on arrive à convaincre les gens. Si je faisais demain l'histoire des chaises sur YouTube, je pense que ça marcherait, parce que les gens se diraient... je suis assez curieux de savoir ce qu'il a à dire sur l'histoire des chaises. Tout comme je le disais hier en conférence, j'ai fait une conférence il y a une semaine et demie qui a très très bien marché et que je vais adapter en épisode sur Pokémon, les inspirations historiques, mythologiques de Pokémon. Quand on s'intéresse à Pokémon, les gens sont venus parce qu'ils se sont dit « mais qu'est-ce qu'il va dire sur Pokémon ? Il n'y a aucune inspiration historique. » Mais pourtant c'est à nous de s'approprier l'œuvre pour tisser des parallèles avec cette histoire. Et Pokémon, on suit un jeune homme qui va chercher des Pokémon qui sont des espèces d'animaux aux super pouvoirs. Il fait le travail d'un naturaliste, donc on peut rebondir sur les expéditions scientifiques, il y a des combats de Pokémon, donc on peut rebondir sur les combats d'animaux dans l'histoire, sur les jeux du cirque. Il y a plein de parallèles finalement à tisser, et toutes les portes d'entrée finalement sont valables à partir du moment où on sait bien les exploiter sur le net. Je crois que ce qui est vraiment intéressant, moi ce qui m'intéresse particulièrement dans les deux derniers exemples, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on laisse tomber les préjugés sur la high culture et low culture, une fois qu'on commence à regarder les jeux vidéo, une fois qu'on commence à regarder ce que font les gens, ce qui intéresse les gens, même s'ils ne le disent pas toujours, qu'est-ce qu'on peut faire avec quand on s'intéresse à des problématiques historiques. Et il y a plein de possibilités. Et les possibilités sont vraiment infinies là. Et c'est vraiment de dépasser un moment ce préjugé et de oser parler en amphi ou ailleurs, ou sur YouTube évidemment, de culture qu'on qualifie parfois de manière populaire. Ce qui m'a beaucoup
intéressé aussi, c'est le tuto que tu as fait, le tutoriel de how to, expliquer aux gens comment faire. Et peut-être ça, c'est une des caractéristiques, je pense, les plus historiquement significatives du mouvement du 2.0 sur Internet, c'est cette capacité de donner les moyens de faire. C'est non pas d'apprendre, c'est non pas de transmettre des savoirs, mais c'est de permettre aux gens de savoir réparer une machine à café, de savoir reconnaître des pièces de monnaie anciennes, de faire une généalogie. Et la capacité, si vous tapez dans Google, vous tapez how to make, entre guillemets, vous allez tomber sur une quantité phénoménale de vidéos sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est vraiment une tentative ici de redonner du pouvoir aux individus, de pouvoir construire, reconstruire, réparer, produire des savoirs, etc., qui est vraiment dans une rupture assez forte d'une autre image qu'on avait d'une transmission du savoir où il suffisait d'écouter, d'apprendre et de retenir. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Oui, moi je ne suis pas manuel du tout. Il y a 2 mois, j'ai acheté une maison et j'étais horrifié quand j'ai vu qu'un des robinets de ma salle de bain fuyait. Et je me suis dit, bon tiens, YouTube, comment remplacer son robinet? En 2 minutes, j'avais appris à le faire. J'allais au marché du coin, acheter le truc. En 20 minutes, c'était fait. Et c'est juste incroyable. Et c'est pareil un petit peu pour l'histoire. Il y a cette faculté de pouvoir transmettre et tenter d'approcher un apprentissage de l'histoire, comme on tente de le faire. Tout à fait. On a du temps pour d'autres questions. Madame, le micro va venir. Bonjour, merci. Moi, j'aurais bien aimé rebondir sur une thématique qui a été abordée hier pendant votre conférence et qui m'a particulièrement affectée parce que je suis en l'occurrence ex-journaliste et diplômée en histoire, donc je me sens très concernée par votre table ronde d'aujourd'hui. C'est la question de la médiation culturelle, en fait. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans votre intervention, c'est l'importance que vous mettez justement et la modestie et l'humilité que vous avez de vous dire, bah voilà, moi je ne suis pas un spécialiste de la discipline, je suis vidéaste, mon métier c'est de transmettre l'information et de m'entourer des personnes en fait qui ont le savoir et moi je suis là pour le mettre en forme et le vulgariser pour toucher un maximum de monde possible. Et je pense que c'est aussi la vocation journalistique, j'imagine que vous aurez certainement quelque chose à dire sur le sujet. Et j'aimerais bien savoir en fait finalement comment finalement l'un et l'autre vous vous inscrivez par rapport à cette question de la médiation culturelle, puisque aujourd'hui le journalisme est aussi un peu chahuté certainement dans ces problématiques-là. Il y a beaucoup de contraintes, notamment économiques, et ça m'intéresserait de vous voir exposer vos points de vue sur la question. Peut-être tu commences, ouais. Entièrement d'accord avec nous, c'est totalement notre rôle, effectivement, de rendre accessible des choses, de parler d'événements culturels qui se produisent dans la région, de parler de livres. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, dans le temps, hier, je crois qu'il y avait l'histoire du clou. Donc il y a l'une de mes collègues, je crois que c'est parce qu'il y a un livre qui a été écrit là-dessus, mais qui a dédié une page entière à l'histoire du clou. Bah, ça, c'est typiquement des choses qu'on peut faire, et puis c'est pas la grande histoire élitiste comme on peut l'imaginer, mais c'est quelque chose qui nous touche tous. Et puis sur la culture populaire, cette conférence qu'on a fait avec Game of Thrones, donc Game of Thrones vu par les historiens, ça a été un grand succès. C'était donc la Maison de l'Histoire et le Temps y étaient associés. Pour les historiens, c'était aussi parfois un peu compliqué, les historiens qui ont participé à cette conférence, parce que quand ils sont dans leur milieu, la pop culture, c'est vu comme quelque chose de peut-être négatif, et du coup, eux, ils sont comme nous, ils regardent cette série, ils se passionnent pour cette série, ils avaient envie d'en parler, d'apporter leur lumière d'historien sur la série, et puis ça a très bien fonctionné. Et probablement qu'après cette conférence, certaines personnes ont été se plonger dans les différents écrits de ces historiens et ont été regardés qu'est-ce qu'ils avaient pu publier, qui étaient probablement pas assimilables sur 15 minutes d'intervention ou sur une vidéo de 3 minutes en armure, mais ça attire des gens, et je pense que c'est notre rôle, effectivement. Tu as juste un point, il y a quand même deux visions assez différentes ici du rapport au public. Il y a d'un côté cette idée de médiation culturelle qui est un teaser, en fait. On essaye d'attirer le public à s'intéresser, à lire des livres, à revenir, à se tourner vers les experts, en fait, pour trouver des réponses. Et il y en a une autre qui est beaucoup plus celle ce que le sociologue français Patrice Flichy a appelé le sacre de l'amateur,
où en fait on vit quand même une époque qui accorde plus de crédit à l'amateur, que ce soit l'amateur photographe, l'amateur journaliste. Il suffit d'avoir un smartphone pour être journaliste, il paraît. Et puis, c'est ce qu'on lit parfois dans le matin. Et puis que quelque part, chacun peut être tout. Il suffit d'essayer et on peut le faire. Donc une survalorisation aussi assez populiste dans l'air du temps du travail de l'amateur. Et là, on est quand même dans des directions assez différentes, de savoir jusqu'où est-ce qu'on veut dire que tout le monde peut être historien. Il suffit de regarder un peu des sources qu'on va trouver sur Internet. Combien est-ce qu'il faut se tourner vers les experts. Et là, il y a quand même des visions assez différentes, hein, je pense, du rapport au public. Oui, mais dans cet aspect en fait finalement de médiation, il n'y a pas finalement que cette question de la médiation autour de l'histoire. Il y a la question de la médiation autour de la transmission tout court. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Au départ, quand j'ai commencé la chaîne YouTube, moi j'avais cette chance d'avoir un background audiovisuel, donc j'avais pas de problème d'un point de vue technique. Mais la plupart de mes copains qui étaient très compétents sur leur domaine et qui arrivaient bien à vulgariser étaient absolument nuls sur l'audiovisuel. Et donc on organisait des petites sessions de formation sur la lumière, le son, etc. On se donnait beaucoup de conseils entre nous. C'était un peu le début du cinéma qui se réinventait, hein. J'avais des copains, leur pied caméra c'était une tour Lego. Donc c'est vrai que c'était assez rigolo. Et je pense que dans tout ça, évidemment, ce qui se passe sur YouTube, pour moi, c'est un nouvel essor de la culture populaire. C'est absolument formidable. Tout le monde a un savoir, tout le monde peut le vulgariser. Mais parfois le savoir n'est pas le bon et où la personne n'a pas la bonne manière de le transmettre. Et donc je pense qu'il y a toute une partie d'éducation aussi au public, et si à un moment donné eh bien, tous les vidéastes qui font de la vulgarisation prennent aussi leurs responsabilités et font ce travail à chaque fois de dire attention, je ne suis pas en l'occurrence historien pour moi, même s'il y a des historiens qui font de la vulgarisation, qui sont honnêtes, éthiques avec leur public, qui leur disent de faire attention. C'est des choses qui vont venir naturellement au fur et à mesure. Maintenant, il y a aussi une autre grande question. Je ne connais pas la situation en Suisse de l'éducation au numérique, mais en France, c'est une question qui se pose assez largement, et pour l'instant je crois qu'on n'y trouve pas encore de réponse, mais il faudrait que l'éducation au numérique soit mise en place à l'école assez tôt finalement, puisque aujourd'hui Internet arrive dans nos vies dès l'enfance. Moi mon propre enfant, mon aîné va sur YouTube pour regarder des vidéos, et il est important que je puisse l'accompagner pour lui expliquer comment chercher et comment déceler un programme qui véhicule soit des idéologies un peu nauséabondes, soit qu'il le fait de manière pas très très sérieuse. Et aujourd'hui, tous les internautes n'ont pas encore ces clés de compréhension-là pour savoir quand est-ce que c'est bien ou pas bien, comment faire pour évaluer finalement la qualité de fond d'un programme. Et je pense que là-dessus, en tout cas en France, l'éducation nationale a un très grand rôle à jouer, puisqu'aujourd'hui, il y a encore pas mal de parents qui sont largués et qui ne peuvent pas faire finalement ce travail, parce qu'ils ne connaissent pas eux-mêmes les outils. Et parfois, je rencontre en convention ou en festival des parents qui viennent avec leurs enfants et qui me disent « Ah bah voilà, mon fils a lancé sa chaîne YouTube ». Et la première question que j'ai, souvent, elle n'est pas pour l'enfant, mais pour le parent, en lui disant « C'est bien, est-ce que vous le surveillez à côté? Est-ce que vous vous intéressez à ce qu'il fait? Est-ce que vous regardez les commentaires? Est-ce que vous l'accompagnez sur cette, finalement, progression sur YouTube ?» Une fois sur deux, le parent n'a strictement aucune idée de ce que fait son enfant, et c'est vraiment très très problématique. Et ça, c'est vraiment des problématiques qui vont aller sur le long terme. On va voir l'impact dans 10, 20 ans aussi, et il faut s'en saisir tout de suite et pouvoir sensibiliser le public, les enfants, à ces usages numériques. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Vous nous avez vraiment aidé, je crois, à réfléchir à ces mutations qu'on vit en ce moment. Personne ne sait de quoi l'avenir sera fait. Mais en tout cas, vous nous avez vraiment aidé, je crois, à vraiment les cadrer, à penser un peu différemment sur l'impact des nouvelles technologies, comme on dit, sur l'histoire et sa transmission. Un grand merci à tous les deux. Merci.